Alors, salut à tous, comme on vous l'avait promis, du coup, on a le fabuleux interview, enfin l'entrevue, parce qu'on francise un peu tout ici, avec Isabelle Czepanski, qui est donc DG et journaliste chez electronlibre.info. Isabelle, est-ce que tu peux te présenter succinctement? Alors, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Isabelle Czepanski. Je suis journaliste et directrice générale d'electronlibre.info, ce qui est un média numérique destiné plutôt aux entreprises, dans lequel depuis 10 ans, j'écris des articles sur la transition numérique et notamment la transition numérique de la culture. Et en particulier, par exemple, des articles sur le droit d'auteur, sur, la directive de services médias audiovisuels et cetera. Voilà. D'accord, très bien. Alors, étant donné que nous sommes bien sûr entre professionnels et qu'on a un peu bossé les sujets, j'ai cru lire que la France faisait état d'une certaine exception culturelle au niveau de l'audiovisuel, mais pas que. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces thématiques-là? Alors, on je pense qu'on peut dire que la France, c'est le pays du un des pays du monde où l'application de l'exception culturelle est la plus avancée. Mais la notion d'exception culturelle, et c'est important de le rappeler, n'est pas une notion de droit français. C'est une notion de droit international. En fait, ça a été négocié entre pays dans le cadre d'accords internationaux, sur le commerce. À partir des années, 80, la France craignait, heu, les porte-avions culturels américains et elle craignait que ça écrase sa culture. Mais elle n'était pas la seule. Et la France a réussi à intégrer dans les accords, l'Organisation mondiale du commerce, qui s'appelle les accords du GATT, une exception qui s'appelle l'exception culturelle et qui permet à chaque pays signataire des accords du GATT de protéger sa culture, soit par des quotas, soit par des subventions, soit les 2. Et la Et, France est très avancée effectivement dans l'application de cette exception culturelle parce qu'en France, il y a des quotas, sur les radios par exemple, des quotas de musique française ou des quotas de nouveaux talents de musique française. Il y a également des quotas, de diffusion de programmes, audiovisuels français ou de films de cinéma français sur les télévisions. Et maintenant, il y a des quotas de diffusion sur les plateformes, enfin de mise en avant plus exactement, parce que sur les plateformes de SVOD, c'est pas linéaire, hein. Les gens viennent pêcher les contenus qu'ils veulent regarder. Il y a des quotas également, si ceux-là viennent du droit européen, je vous l'expliquerai peut-être plus tard, de mise en avant de contenus français et européens, donc sur Netflix, et sur les autres plateformes. alors vraiment, tu m'apprends un truc, pour le coup. Je pensais pas, C'est-à-dire? je pensais pas du tout que c'était autant poussé, mais avant de laisser du coup la parole à Raphaël et Ipsissam, qui auront sans doute d'autres questions, moi j'aurais souhaité te poser une question qui, du coup, qui suit un petit peu ce que tu viens de nous expliquer par rapport à la chronologie typiquement des médias. Donc, si je comprends bien, ça s'inscrit un petit peu dans cette politique culturelle. Tout à fait. Et si je comprends bien encore une fois, c'est pour ça que certains studios, notamment les studios Canal, bénéficient par exemple de modalités de diffusion qui sont plus courtes. Enfin, Studio Canal, plutôt les VOD Canal bénéficient du coup de modalités de diffusion qui sont plus courtes, beaucoup Oui. moins restrictives que Netflix, Prime et d'autres plateformes par exemple. Parce qu'ils financent, le cinéma français dans une mesure plus importante. Il y a d'ailleurs eu un accord, récent entre, Canal+ et le cinéma. Alors je ne sais plus exactement quel est le montant final, auquel il s'est, abouti, mais c'est autour de, 150, entre 150 et 200 millions d'euros par an. Donc c'est quand même très important. Mm. Alors que Netflix contribue également à, la production française de cinéma, mais dans une moindre mesure. Les accords ont été signés il y a une dizaine de jours entre Netflix et le cinéma français et ça donnera, un investissement de la part de Netflix évalué aujourd'hui entre 30 et 40 millions d'euros par an. Donc c'est beaucoup moins important. C'est pour ça que la fenêtre de diffusion des films de cinéma sur Canal+ est plus étroite, donc Canal+ peut diffuser des films de cinéma plus tôt et en effet, ce qui leur donne effectivement un avantage, commercial et ce qui leur permet de vendre des abonnements aux cinéphiles plus facilement.
Merci beaucoup de ta réponse. Raphaël, Ipsissam, est-ce que vous avez des questions avant qu'on... Euh, alors, moi, j'aurais une question, s'il te plaît, Isabelle. C'était tout à l'heure, quand on se présentait, tout à l'heure, tu avais fait une petite aparté sur le CNC. Oui. J'aimerais vraiment, sans transition, te poser quelques questions, bah, notamment par rapport au CNC. Déjà, est-ce que tu penses que ce comité finance équitablement toute l'industrie audiovisuelle française? Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas un pan de cette industrie-là qui est favorisé par rapport à d'autres? Par exemple, est-ce que le cinéma prend pas un peu le pas sur YouTube ou inversement? Est-ce qu'il y a des tendances de fond qui sont amenées à se dégager d'une part? Alors, je Ah ne ouais. connais pas les détails. Je ne suis pas une spécialiste des financements par le CNC, mais il faut quand même rappeler la raison d'être du CNC. C'est le Centre national de la cinématographie. Donc, Mhm. c'est bien destiné à financer le cinéma. D'accord. Il se trouve que le CNC s'est diversifié ces dernières années, notamment devant l'importance culturelle que prenaient les séries, et donc a commencé à essayer de soutenir également la production audiovisuelle. Mais ce n'est pas sa raison d'être D'accord. au départ, c'est vraiment le cinéma. Et il y a une raison à cela, hein, qui est pragmatique, si vous voulez, c'est que développer un film de cinéma, ça coûte très cher. Et donc, la France a décidé qu'il était nécessaire pour conserver une production cinématographique de qualité et qui pouvait éventuellement s'exporter également, et qui suivait des critères de diversité dans le sens financement du cinéma indépendant et pas que des grosses machines, pas que des grosses productions, qu'il était nécessaire de mettre en place un appui financier du financement de films en France. Ceci dit, le CNC, ça ne représente pas la majeure partie des investissements dans le cinéma. Je crois que ça représente autour d'une dizaine de pourcents pour chaque film. Mais ça reste important. Pour un Oui. producteur, avoir l'appui du CNC, ça veut dire pouvoir aller chercher d'autres sources de financement. Et petit Sam, tu voulais rajouter quelque chose? Parce que moi, après, mes questions, ça va vraiment être un peu plus tourné juridique sur le RGPD, tout ça, quoi. Donc, Moi, pour le coup, Alors là, le RGPD, je vous le dis tout de suite, vraiment, je ne gère pas le truc. Non, mais t'en fais pas, d'accord. t'en fais pas. Il Mais pose que tu, D'accord, des tu alors pas questions. de verras. souci. Il Pas pose de que des souci. questions de relou, t'inquiète, on va parler film Hmm. après. Pas de je suis pas souci. du tout une spécialiste du sujet non plus, mais j'avais une question. On l'avait évoqué pendant le podcast, le fait que parfois le monde du cinéma en général, enfin de l'audiovisuel en général et particulièrement du cinéma, pouvait passer comme une industrie qui était gavée, comme on disait, par les subventions, etc. Surtout avec la crise Covid, on sait bien que tous les secteurs ont été impactés économiquement, mais que celui-ci a réussi à survivre grâce, entre autres, à nos impôts, et du coup, du fait qu'ils piochent un peu dans les caisses, quoi. Mais j'avais une question. Et Alors, j'ai une chose à dire à ce sujet qui est très importante. Il faut vraiment préciser cela. En fait, le cinéma, donc le taux de financement que je viens de donner autour de 10% du CNC, ne vient pas des impôts. ah, ok, bon à savoir, Ça ne vient merci. donc pas de la TVA ou des impôts sur le revenu, etc. En fait, alors indirectement, ça vient de ce qu'on paye quand on va nous-mêmes au cinéma, et notamment quand on va voir des films américains. D'accord. Le fait d'aller voir des films américains, ça permet de financer les films français Tout à fait. qui sont financés par le CNC, effectivement. Donc, c'est important de le dire. Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi une taxe, alors qui rapporte beaucoup moins, hein, mais il y a une taxe qui s'appelle la taxe vidéo, qui est payée par les plateformes de vidéo, enfin, qui au départ était payée seulement par les plateformes de vidéo type Canal Play, et qui ensuite a été étendue à Netflix et puis maintenant même aux plateformes gratuites, qui payent 2% de leur chiffre d'affaires annuel au CNC. Voilà. C'est important de le dire. Ça reste indirectement payé par nous, hein, évidemment, et c'est important de pouvoir en parler. Mais ça reste un point euh, dont je vois qu'il est souvent mal compris. Ok. Voilà, je faisais un petit aparté, hein. Vous pouvez le Mais couper si vous voulez. non, 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 mais Non, Au au second, contraire, contraire. au Au contraire, au contraire. contraire. mais du coup, avant de te laisser reprendre ta question, second petit Oui. aparté, du coup, Iptissam, c'est vrai qu'on voit souvent, par exemple, sur les réseaux, des cinéphiles qui râlent à propos des Marvel, enfin du Disney en général.
Mais c'est vrai que quand tu sais ça, typiquement, que c'est le billet de cinéma des gros blockbusters américains qui, par du coup cette redistribution, fait un petit peu vivre le cinéma français, tu te dis, bon, ils peuvent continuer les ricains à nous envoyer des blockbusters où ça pète et compagnie, parce que C'était un c'est... peu le but, bien Ouais, sûr. Bien sûr, c'était un peu l'objectif. Alors, c'est aussi payé sur les billets de cinéma, ouais, bien sûr. de films. Quand tu vas voir un film français, c'est la même chose. Il y a aussi une taxe sur ce billet-là. Mais ça reste important de le dire, oui, effectivement. Mais c'est très intéressant. Maintenant, je sais que quand je vais voir Batman, je finance indirectement Gaspard Noé. C'est très intéressant. Yes. Tu Alors, vas, après, tu vas il y a un télécharger autre Batman sujet. illégalement. Effectivement, il y a un autre sujet, c'est est-ce que le cinéma financé par le CNC en France ou par d'autres organismes à travers le monde est un cinéma populaire dans le sens où il va plaire à la population. Mais ça, c'est une question, je pense, pour le CNC. Et ils Bien essayent sûr. d'y répondre. D'ailleurs, ils se posent régulièrement la question de savoir comment ils peuvent améliorer leur système Mhm. à ce niveau-là. Après, il faut surtout se demander pour qui on fait des films. Est-ce que c'est vraiment pour faire du chiffre, entre guillemets, ou si c'est vraiment pour atteindre une sorte de point culminant artistique. Ça, c'est vraiment une vraie question, mais ça, c'est pas sur le plan économique qu'elle se pose, Je quoi. pense il peut y avoir une rencontre entre les deux, en tout Bien cas. sûr, Il peut y avoir je un l'espère juste aussi. milieu. Bien Je sûr. pense qu'ils en sont conscients et c'est un sujet dont ils parlent, alors plus ou moins ouvertement, évidemment, mais ils ne veulent pas être, comment dire, c'est pas qu'ils ne veulent pas être critiqués, mais ils ne veulent pas avoir la population française à dos, au contraire. Forcément, forcément. À terme, ça ne peut pas marcher pour eux. Et puis Sam, du coup, pardon, on t'a Oui, coupé pardon, pardon. en divagant. Pas grave, au contraire. Non, mais du coup, alors pour reprendre la Désolée. question, non, il n'y a pas de mal, au contraire. En gros, parce que pour reprendre le fil du tout début, c'est pourquoi est-ce que la culture française dans la tête des jeunes se fait phagocyter par la culture américaine, au cinéma en tout cas. Peut-être qu'il faudrait, enfin, c'est une question, hein, c'est une question, mais plutôt que de voir justement le CNC un peu comme le tonneau des Danaïdes qui s'épuise pour aller nulle part, peut-être qu'il faudrait revoir au niveau de la législation. Mais après, pour le coup, ça, je n'y connais rien, du coup, ce sera à vous de me le dire. Peut-être qu'il faudrait non pas juste prendre le modèle du Parti communiste chinois, mais juste resserrer un peu les taux des films qu'on importe de l'étranger pour laisser plus de place aux productions françaises. Est-ce que c'est possible de changer ça? Ce n'est pas une voie qui a été suivie jusqu'à présent. D'ailleurs, il y a des quotas de diffusion de films et de programmes audiovisuels francophones à la télévision et même à la radio d'ailleurs, de musique française. Il n'y a pas de quota de films dans les salles. Les salles sont libres de programmer les films qu'elles veulent programmer, les salles de cinéma. Ça n'est pas un choix qui a été fait parce que la France reste un pays qui est fondé sur la liberté de commerce, mais aussi la liberté de voir, de lire, d'écouter ce qu'on veut. Évidemment, c'est un petit peu limité, notamment sur les radios musicales ou sur les radios en général, ou à la télévision. Il y a des obligations de diffusion de programmes français ou francophones ou européens, mais on n'est jamais allé dans cette voie-là. Moi, personnellement, hein, c'est mon opinion, je ne pense pas que ce serait souhaitable. Mm. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous avez peut-être d'autres idées intéressantes sur la question. Et je ne crois pas qu'il y ait de grande démocratie occidentale qui ait fait ce choix-là. Pas à ma connaissance. Je ne sais pas ce qu'ont fait les Coréens, parce que la Corée, c'est un exemple intéressant. C'est un des pays qui est souvent cité comme exemple derrière la France sur l'application du principe de l'exception culturelle. Ils ont beaucoup soutenu, par exemple, la K-pop a pu se développer parce que la Corée, en tant qu'État, a beaucoup soutenu ses musiciens. Ça vient d'un effort. Est-ce que, parallèlement, ils restreignent aussi l'entrée d'œuvres internationales chez eux? Ça, je ne sais pas. Mais c'est vrai que, alors, il faut dire qu'il y a un traité international, il faudrait peut-être aller voir là-dedans d'ailleurs. Il y a une convention de l'UNESCO qui a été signée en 2005 qui
est une convention sur la diversité culturelle et dans les dispositions de la convention pour la protection de la diversité culturelle, du pluralisme culturel, si vous voulez, je ne pense pas qu'il y ait la possibilité de restreindre l'arrivée d'œuvres internationales dans le pays. Alors, parmi les objectifs de la Convention de l'UNESCO sur la diversité culturelle, qui a été signée par la plupart, qui a été signée par tous les pays de l'Union européenne et par l'Union européenne, qui a été signée par un très grand nombre de pays dans le monde, mais pas par les États-Unis. Alors ça, c'est intéressant. Mais en tout cas, parmi les objectifs de la Convention, il y a le fait de reconnaître la nature distinctive des activités, biens et services culturels, c'est-à-dire la culture n'est pas une marchandise comme les autres. Et il y a réaffirmer le droit souverain des États de maintenir, adopter et mettre en œuvre les politiques et mesures qu'ils jugent appropriées pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. C'est assez large finalement. Ouais. C'est vrai, c'est assez large. Donc peut-être que ce que tu suggères est rendu possible par la Convention. Mais je n'ai pas conscience que ça a été adopté dans un État. Peut-être un jour. Peut-être un jour. Moi, je ne le souhaite pas. Moi, j'ai des enfants, je préfère leur expliquer la richesse de la culture, y compris de la culture américaine, et leur montrer la richesse de la culture européenne parallèlement. Et surtout, je veux aussi qu'ils soient conscients de à quel point on est influencé par la culture américaine. C'est un fait. On est au jour le jour influencé par cette culture-là parce que leur soft power est très important. Et que moi, ce que j'aimerais, c'est que le soft power européen se développe parallèlement. Je préférerais, parce que ça crée une richesse finalement. Et il ne faut pas oublier une chose qui est quand même importante, c'est que la musique française, alors aujourd'hui, les jeunes Français écoutent en grande partie de la musique française. Oui. Et c'est probablement partiellement le résultat des quotas sur les radios. Mais pas seulement, c'est aussi le résultat des efforts des producteurs de musique qui sont en général des grosses boîtes internationales, qui sont en grande partie. Il y a aussi des producteurs indépendants français, par exemple Vagram qui produit Orelsan, mais il y a des grosses machines genre Universal Music, Warner Music, Sony, qui produisent des artistes complètement français, qui sont d'expression francophone et qui permettent à ces contenus, à ces œuvres françaises, de trouver un public, non seulement en France, mais en plus maintenant, grâce aux plateformes de streaming internationales, à l'étranger. Le discours de Netflix va dans ce sens-là aussi. J'écoutais, c'était fin janvier, un événement organisé par la présidence française de l'Union européenne. Vous savez que la France, actuellement jusqu'à la fin du mois de juin, préside le Conseil de l'Union européenne et dans ce cadre-là, organise beaucoup d'événements pour essayer de faire le point et d'influencer la politique de l'Union européenne. Et dans ce cadre-là, il y avait une représentante de Netflix qui a dit « La diversité est notre modèle économique ». Et qui a expliqué que pour Netflix, c'était important de financer, de produire du contenu local avec des producteurs locaux. Alors eux, ils disent locaux, nous, on va dire français pour la France. Et qu'il n'y a pas besoin de les obliger à le faire. Alors aujourd'hui, ils sont obligés puisqu'il y a une directive et une transposition française qui les oblige à financer des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
peu de gens savent que c'est produit par un Français. Il s'appelle Christophe Riandet, qui travaille pour Gaumont Télévision, et c'est lui qui a supervisé la production. Évidemment, ce n'est pas un contenu français ou francophone, mais ils ont fait Lupin ensuite, et ils ont plein d'autres projets avec des plateformes. Ah, Lupin, c'est réalisé par les mêmes, enfin, c'est dirigé par les mêmes producteurs que Narcos. Oui, c'est Gaumont. Impressionnant. La bonne vieille Gaumont qu'on aime, qui a fait plein de bons films, qui aujourd'hui réalise une grande partie de son chiffre d'affaires grâce aux plateformes et notamment grâce à Netflix. Et je pense que c'est aussi eux qui ont fait Totem pour Amazon. Ah oui. Je pense. Et est-ce que je peux rebondir pour vous poser une question du coup sur les imbrications entre plateforme et cinéma tel quel? Les imbrications entre plateforme et cinéma. Plateforme de diffusion Alors, et la cinéma. question, oui, voilà, la question c'est est-ce que les films qui sont produits par les plateformes vont passer en salle d'abord ou pas? Ouais, c'est plutôt, comment dire, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, moi, j'assiste à à une situation qui est assez bizarre dans le sens où l'économie du cinéma actuellement, elle est assez asymétrique dans le sens où, bon, après, c'était peut-être le Covid, mais il y avait de moins en moins de personnes qui allaient en salle. On remarque que la production de films augmente. On remarque que les investissements dans le cinéma ont tendance à augmenter un petit peu moins que la production de films en tant que telle, mais ça augmente aussi. Et on voit surtout que contrairement aux séries, le cinéma en tant que tel, la production donc de films, peut pas bénéficier donc d'économies d'échelle. Donc déjà ça c'est une faiblesse supplémentaire. Et comment dire, moi je mets ça un petit peu en exergue avec deux trucs. Premier truc, c'est le décret Paramount donc aux États-Unis qui empêche les studios de posséder des salles. Du coup pour éviter qu'il y ait des salles qui diffusent que les films de tel studio et compagnie. Et le deuxième truc que j'ai remarqué, c'est que du coup, pendant le confinement, enfin, globalement pendant la période Covid, il y avait de plus en plus de plateformes qui diffusaient très clairement des films qui auraient pu sortir en salle. Et donc, quand j'en parlais avec des amis, ils me disaient non, mais ça aurait pas pu sortir en salle, ça non plus, ça non plus. Je me dis bon, ok, c'est peut-être moi qui suis parano. Et là, dernièrement, il y a Disney qui a carrément sorti un film, je crois que c'était un truc genre Pocahontas ou enfin, un truc un peu comme ça, directement sur l'application Disney+, et sans le faire passer en salle de cinéma. Et là, je me suis dit, mais Mulan. C'est pas le Mulan, ouais. DK? Non, c'est Ah Mulan, non, Mulan. ok. Mulan, Ah, ouais. Mulan. Ouais. Et là, du coup, je Oui, me suis dit, Mulan mais 2. ouais, je me suis dit, mais c'est quand même incroyable, du coup, qu'on puisse à ce point court-circuiter les salles de cinéma. Exactement. Et ce que je me dis, c'est que les lois, décrets, en tout cas tout ce qu'on a fait même au niveau international, est-ce que c'est pas en train de se faire un petit peu vider de sa substance par l'émergence de grandes plateformes qui ont un tel poids sur le cinéma? Et qui, en grande partie, en effet, semblent avoir, en partie au moins, fait une croix sur une partie de de, de, de l'attrait du cinéma. Tout à fait. Parce que c'est pour elles, hein, pour les producteurs, la question est là, effectivement. Ils ont une œuvre. Évidemment, si ça peut fonctionner au cinéma, elles sont très contentes que ça fonctionne au cinéma. Mais là, pendant 2 ans, on leur a fermé les robinets à ce niveau-là. Et les œuvres, ils les avaient. Donc, forcément, à un moment donné, c'est quand même une économie du prototype. Il ne faut pas oublier, ça coûte cher de développer tout ça. Et pour pouvoir financer les suivantes, il faut avoir rentabilisé ou au moins être rentré dans ses frais des précédentes. Ou il faut être dans une dynamique constante. Même quand on est Disney, même quand on est Netflix, certains se posent même la question de savoir, au vu de l'économie actuelle des plateformes, si dans quelques années, vu qu'elles sont en forte concurrence les unes avec les autres, et que nous, en tant que clients, on se demande si on va rester chez Netflix ce mois-là plutôt que d'aller chez Disney ou de changer pour HBO Max dans 1 an, il y aura quand même la question qui va se poser pour elles du modèle économique et des dépenses qu'elles font dans les œuvres, parce qu'elles dépensent beaucoup d'argent. Donc, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut regarder. Si le cinéma redevient attractif, il n'y a aucune raison qu'elle n'aille pas aussi au cinéma. Après, le système de la chronologie des médias est un système vraiment très français. Et il était fait pour justifier la contribution des chaînes
et plus particulièrement de Canal+, qui a une contribution très importante dans le cinéma, pour justifier cette contribution financière importante, Canal+ avait un avantage important dans la diffusion des films et donc Mmh. un attrait pour les clients potentiels, pour les abonnés potentiels. Ah, c'est sur Canal qu'on va trouver les films les Mais plus récents. pardonnez-moi de vous couper, mais est-ce que c'est pas à l'heure actuelle devenu d'une certaine façon un petit peu hypocrite puisque, ces plateformes-là, savent très bien qu'un enfant de 13 ans avec un VPN peut simplement, se connecter à partir d'une localisation fictive et avoir accès à tout un catalogue de films, donc au mépris total de la chronologie des médias? Puisque maintenant c'est hyper Justement, accessible et justement, le plus grand concurrent des plateformes et des salles de cinéma, c'est le piratage. Mais ils en sont tous très conscients. Ça, c'est un sujet très important pour eux, ouais. parce que l'accès par VPN, ça s'appelle du piratage, Non, non, on est bien aussi. d'accord, ouais. C'est un accès, alors est-ce qu'il est payant ou pas? Parfois, il peut être payant, mais il peut y avoir du piratage payant. Bien sûr, Voilà, bien sûr. on peut payer pour des contenus piratés. Bien sûr, est-ce que c'est hypocrite? Peut-être pas. Peut-être justement qu'elles se disent que l'accès le plus tôt possible à leurs œuvres sur leur plateforme dans de bonnes conditions. Il ne faut pas oublier les conditions de visionnage qui aujourd'hui, vous avez déjà dû faire la comparaison vous-même, mais si vous regardez par exemple, on va prendre l'exemple de Roland Garros, Mmh. sur Amazon Prime ou sur France Télévisions, c'est pas la même qualité d'image. Bien sûr, ouais. Et ça, c'est important pour celui qui regarde. Donc, eux, ils essayent de rester compétitifs. D'ailleurs, toutes les plateformes ont des accords avec les fournisseurs de services Internet pour héberger le contenu chez eux, leur contenu chez les fournisseurs de services Internet et qu'il soit directement accessible aux abonnés Mmh. dans de meilleures conditions de qualité. Techniquement, il se passe beaucoup de choses, hein, à ce niveau-là. Et en effet, la chronologie des médias telle qu'elle existe en France peut être considérée comme un bâton dans les roues par certaines plateformes. Après, ceci dit, Netflix a signé un accord avec le cinéma français il y a une dizaine de jours, comme je vous le disais, et ils entrent. Moi-même, j'en suis étonnée. Je pensais qu'ils n'entreraient pas dans le jeu de la chronologie des médias. Eh bien, ils y entrent. Ils attendront que Canal ait diffusé les films et eux diffuseront après. S'ils veulent diffuser les films en même temps que Canal, ils sont obligés de payer beaucoup plus pour le cinéma aussi, hein. Ils sont obligés d'investir beaucoup plus dans les films. Ils ont décidé de ne pas le faire, donc ils diffuseront plus tard. Mmh. Ils jouent le jeu. Est-ce qu'ils joueront le jeu dans d'autres pays que la France? Si jamais ça arrive à ça, je ne sais pas. C'est pas dit, ouais. Et peut-être deuxième question, et après, promis les copains, je vous laisse poser des questions à la dame. 2e question, mais Dame. qui est non, mais parce que c'est vrai qu'on était super content de faire cette interview avec vous parce qu'on a un peu des réponses à nos questions. Là, c'est ma dernière question, mais c'est plus une question côté un petit peu, bon, mêlée business, mais plus artistique. Euh, Maintenant, on se rend compte que sur les plateformes, c'est hyper facile de collecter des données. Bah, par exemple, il suffit de collecter le nombre de clics sur la série X ou Y, de collecter le watch time, Mm. c'est-à-dire en gros combien de temps on a passé, s'il y a 10 saisons de 55 minutes, si on a regardé bah, du coup 9 saisons et 30 minutes du dernier épisode, c'est un truc qui a un peu captivé, fonctionné, donc on sait que tel élément fonctionne sur, telle population. Typiquement, quelqu'un qui s'est inscrit, on a sa date de naissance, son sexe, bon, pour peu qu'ils soient un peu bavards sur les réseaux, on sait plus ou moins ce qu'il fait, tout ça. Heu, une fois qu'on dispose de tant de données, est-ce que ça oriente pas la création artistique non plus vers, la comment dire? La volonté de raconter une histoire, mais plus, une espèce de marchandisation totale? C'est-à-dire qu'on va donner aux gens ce qu'ils veulent et enfin, au final, leur donner, bon, bah, tout bêtement, des personnes, à qui s'identifier, des thèmes qui sont récurrents dans leur société, à leur époque, avec, leur socialisation. Est-ce que ça tue pas un petit peu, toute volonté de créer quoi que ce soit? Cette nouvelle façon de procéder qu'ont les plateformes? Alors, moi, je vais vous dire ce qu'ils m'ont répondu quand j'ai posé la question à Netflix. Eux me disent que évidemment ils collectent des données sur le visionnage, sur le Mmh. temps de visionnage, sur est-ce que la personne a regardé le contenu en question jusqu'à la fin ou non, est-ce qu'ils y sont revenus plus tard ou pas. Mmh. Mais pour le reste, ils me disent qu'ils n'ont pas d'informations sur leurs abonnés, outre
Ouais, c'est étonnant. outre leur nom Ok, et leur date d'abonnement. Voilà ce qu'ils d'accord. répondent. Et Netflix, c'est quand même une société cotée en bourse, hein, donc il doit faire très attention à ce qu'ils disent, hein. C'est Mhm. pas du tout une boîte de petits rigolos, hein, à ce Ouais, niveau-là. Et puis, ils c'est ont quand sûr. même des revenus substantiels en France, hein. Ils ont pas loin ils doivent avoir autour d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, hein. Ça reste, ça pourrait ne pas Ouais, bien paraître sûr, c'est énorme énorme. par rapport à d'autres entreprises, mais quand même, pour une boîte qui est arrivée il y a pas très longtemps, c'est quand même pas mal. Donc voilà ce qu'ils me répondent, hein, sur l'utilisation des données. Il il y a un sujet dans l'utilisation des données que possède Netflix sur le visionnage des œuvres. Et là-dessus, je n'ai pas vraiment de réponse au jour d'aujourd'hui. C'est l'échange de données entre Netflix et les producteurs Hmm. des œuvres qu'ils diffusent. Parce que donc les producteurs signent des contrats avec Netflix pour la réalisation, si vous voulez, et la livraison des œuvres. Ils les donnent à Netflix et à partir de ce moment-là, certains, alors apparemment c'est en cours d'amélioration, mais certains, beaucoup, n'ont pas de données sur l'exploitation de leurs œuvres. Voilà, ça c'est un sujet en cours de solutionnement, on va dire. Tout à l'heure, moi, je vous parlais du RGPD, alors sans rentrer dans le détail. En ce qui concerne les normes, les réglementations, qu'elles soient internes ou communautaires, est-ce que vous pensez que la réponse justement à ce soft power américain dont vous parliez tout à l'heure, est-ce que vous pensez que cette réponse-là qu'on a nous chez nous, elle est conséquente ou en tout cas elle est suffisamment importante pour justement à terme arriver à contrecarrer un peu ce soft power-là? Alors moi, je trouve que la France, avec l'application de l'exception culturelle, se débrouille très bien. Je ne vois pas en quoi le RGPD permet de contrecarrer le soft power américain ou Parce de que, alors soutenir le soft power européen, et tout simplement parce que, c'est des sociétés européennes, hein, qui me le disent, hein. Mhm, Ça coûte plus cher en pratique, pour des petites boîtes européennes, hein, de respecter le RGPD que pour des grosses Bertha, si ah vous oui, voulez, bien américaines, sûr. qui sont habituées à lutter contre la régulation, parce que ça Mhm, fait partie de leur boulot. Vis-à-vis de leurs actionnaires, ils doivent faire ce job de lobbying, c'est normal, hein. Ce travail d'influence par les relations institutionnelles, puisqu'il faut parler en français. mhm. Mais une fois que la réglementation est adoptée, ils jouent plutôt le jeu. Alors, avec quelques frottements ici et là, mais ils jouent plutôt le jeu. Moi, j'ai une grosse hésitation vis-à-vis du RGPD, c'est que plutôt que d'embêter les boîtes américaines ou chinoises ou russes, ça embête le consommateur, l'utilisateur européen d'Internet. Ça nous embête tout le temps. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Jean Tirole, hein, qui est prix Nobel d'économie, qui l'a dit devant Margrethe Vestager à la Commission européenne, dans un événement assez intéressant auquel j'avais assisté il y a quelques temps, et qui avait dit mais moi, j'en peux plus. Parce que quand je clique sur un lien, j'ai envie d'aller voir le contenu qu'il y a derrière ce lien. Je n'ai pas envie de choisir est-ce que oui, je veux recevoir des publicités de trucs, de mûches et machin. Donc je clique oui, allez, je clique oui, les cookies, oui, tout. Et, j'ai trouvé que la fraîcheur qu'il avait vis-à-vis de ça était intéressante. Mais c'est un autre sujet, hein, évidemment. Voilà ce que je pense du RGPD. Alors je sais qu'il y a un certain monde geek qui aime bien ce texte. Moi, je pense que la plupart des Européens, on les a habitués à se dire que c'était bien parce que ça permet de protéger leurs données. Mais moi, je suis assez d'accord avec Jean Tirole, ça s'arrête au milieu du gué, il avait dit. Il avait dit qu'il aurait fallu aller beaucoup plus loin et imposer des choses aux plateformes, imposer des limitations au ciblage publicitaire ou imposer l'interdiction de l'utilisation de données sensibles, parce Hmm. qu'aujourd'hui, on doit donner l'autorisation à l'utilisation de données sensibles.
Voilà ce que lui en pensait, qu'il aurait mieux valu imposer plutôt que de dire à l'utilisateur d'Internet européen, à chaque fois que tu vas aller sur un site, tu vas devoir te faire toi-même le boulot. Parce que nous, on n'a pas réussi à le faire. Voilà. D'accord. Ok. Je ne sais pas si ça répond à Si, ta si, question. Mais ça sur le répond bien. soft power, moi, je tiens quand même à dire une chose, c'est que la France se débrouille très bien pour défendre sa culture. C'est très compliqué, mais je les ai vus, j'ai suivi notamment la mise en place de la directive droit d'auteur au niveau européen. J'ai écrit 150 articles sur le sujet. Certains me considèrent comme la spécialiste de la directive droit d'auteur dans les médias. La France a fait un énorme boulot et continue de le faire à ce niveau-là, parce qu'il y a une vraie conscience de l'importance de la culture. Il y a peut-être une maladresse dans la manière de le faire, la manière de mettre en œuvre cette politique parfois. Et ce qui peut donner le sentiment qu'on développe une sorte de culture d'État, si vous voulez, culture un peu officielle. Tout à fait, ouais. Et ça, c'est un sujet que la France devra gérer rapidement, je pense. Mais sinon, la France est quand même le premier pays en Europe à avoir transposé alors pas la directive droit d'auteur, mais ils étaient quand même dans les premiers, et à avoir transposé la directive services de médias audiovisuels qui met en place un quota de 30% sur les plateformes de mise en avant de 30% de contenus européens et locaux, et qui permet de mettre en place des obligations de financement des œuvres par les plateformes. La France a été le premier pays à transposer et est un modèle pour d'autres pays. La Belgique, aujourd'hui, qui est en train de transposer le texte, a pris la transposition française et va probablement faire un copier-coller. Donc, il y a de quoi se réjouir à ce niveau-là. Et ce soft power existe. Et il va même au-delà simplement des œuvres. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez l'école des Gobelins. Oui, bien sûr. Vous connaissez l'école des Gobelins, plein de jeunes qui sortent de là sont recrutés à l'international, tout le monde les veut parce qu'ils ont la French Touch. Vous nous rassurez. Vraiment là. Voilà, il faut être positif. Non, c'est clair. Et même les plateformes aujourd'hui regardent la France. La personne de Netflix qui s'appelle Madeleine de Cock-Bunning, disait, donc dans cet événement dont je vous parlais tout à l'heure, que c'était l'âge d'or de la création de contenu et qu'il y avait pour les jeunes, il y avait plein d'horizons qui allaient s'ouvrir et que la concurrence entre les plateformes allait créer un véritable appel d'air pour les œuvres, les nouveaux artistes et créer finalement une diversité que peut-être on n'avait pas avant. On avait l'impression d'avoir le porte-avions américain, mais aujourd'hui, ils se rendent compte que le contenu local, ça représente potentiellement des dollars en aval. Et notamment dans la musique, d'ailleurs. Dans la musique, ça, c'était à une conférence qui était organisée par les producteurs, les majors de la production de musique à l'international, et qui disait que grâce aux plateformes de streaming, ils se rendaient compte que le reach, et ça, c'est un mot que Céline avait aimé, que le potentiel des différents contenus locaux était étendu à travers le monde et se démultipliait. Et en France, la musique française est très forte et elle est appelée à être populaire en Afrique francophone, mais peut-être aussi au-delà. Voilà, c'est rassurant. Optimistes. Non, mais c'est clair, c'est rassurant. Nous, on était vraiment partis sur le côté les États-Unis nous écrasent, on n'arrive pas à exporter notre culture. Et au final, non, c'est un autre son de cloche qu'on a eu lors de cet entretien. Et vous voyez, il vous a fallu une Belge pour vous le dire, parce que je suis belge. Ok, on arrête l'émission. Allez, on arrête l'émission. Allez, salut, on arrête l'émission. Non, mais merci beaucoup en tout cas. C'est vraiment, tu nous as appris énormément de trucs.
Et Bah, je c'était un pense plaisir. que, ouais, je pense que c'est pareil pour mes deux copains en Absolument, haut. absolument. Merci C'était beaucoup, hyper Guy. intéressant, ouais, vraiment. Mm.